Salut les devs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'apprentissage du React. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser notre premier projet avec React, d'accord? Donc nous allons faire une to-do list hein, et pour cela, nous allons utiliser tout ce que nous avons vu depuis le début avec React. Donc voilà un exemple de ce que nous allons faire, tout simplement. To-do list, ajouter une tâche à faire. Donc comme vous pouvez le voir, on peut ajouter, aller au cinéma, faire des courses. Donc on clique sur le bouton ajouter, euh, jouer au foot. Voilà, ajouter. Et là, sur le côté à droite, on peut supprimer ce que nous venons d'ajouter. Et là, rien n'a affiché comme vous pouvez les voir, quand il n'y a plus rien. Et si je clique sur ajouter, ça me dit ajouter une tâche à faire. D'accord? Donc, je vais rajouter aller au resto. Pourquoi pas au resto? Je clique sur ajouter. Voilà. Donc, ça s'ajoute. Et si je clique sur le bouton ajouter, ajouter une tâche à faire. Voilà, donc voilà ce que nous allons réaliser ensemble tout de suite. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire et n'hésitez pas non plus à liker ce tuto si vous l'appréciez. Donc je vous invite à ouvrir votre éditeur de code et nous allons commencer de suite. Alors, nous allons créer un tout nouveau projet pour notre to-do list, d'accord? Je pense que c'est bien de séparer les deux, hein, comme ça au moins c'est un peu plus clair. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur le sujet, comment créer une application avec React, donc pour ne pas vous sentir trop perdu, je vous invite à visionner ce tuto, d'accord? Donc voilà, ben, pour les autres, hein, nous allons faire comme d'habitude. Alors, on va ouvrir le terminal. Et là, on est déjà dans le dossier app React. Donc, pour créer une nouvelle application, on va lancer la commande npm create vite latest. On lance le tout. Donc, le nom du projet, je vais dire projet to-do list. Voilà. Et là, pour moi, c'est un projet React. Et là, je choisis JavaScript plus SWC. Donc voilà, le projet a été créé. Maintenant, là, on peut le voir ici. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, nous avons bien ici notre projet To-Do List qui a été créé sans problème. Donc maintenant, on va installer toutes les dépendances voilà, dont on aura besoin pour que notre projet fonctionne correctement. Donc on va aller dans le dossier de notre projet, donc cd projet to do list. Et là, je me suis rentré, voilà, donc là on est dans notre projet. Et là, je vais lancer la commande npm install. Voilà, donc là il est en train de m'installer toutes les dépendances. Ça prend un peu de temps. Donc voilà, ben, il m'a installé
toutes les dépendances. Comme vous pouvez le voir, il a rajouté 222 packages. Donc voilà, bah écoutez, c'est super. Là, on peut aller dans package.json. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le serveur. Donc là, on va dire npm, déjà là, npm run dev. Voilà. Donc on va aller voir ce que ça donne du coup. Donc voilà, nous avons bien notre application Vite plus React qui fonctionne correctement, c'est super. Ce qu'on va faire, c'est que on va changer le titre. Alors, on va aller dans app. Voilà. Comme d'habitude, ici. Alors, on va supprimer toute cette partie-là. Ici. Voilà. Et ici, on va mettre... là, on peut supprimer. Voilà. Ici, on met un H1. Et on va dire notre to-do list. Voilà. Donc voilà, ça marche correctement, donc c'est super. On va pouvoir passer à la suite à présent. Alors, donc moi ce que je vous propose c'est de gérer de suite le CSS. Donc là, on va aller dans index.css et là on va supprimer tout ça. D'accord? On va tout vider. Voilà. Et donc, en fait, à la place, on va utiliser Tailwind CSS. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Tailwind CSS est un framework CSS qui permet de créer rapidement des interfaces utilisateurs personnalisées. Donc, contrairement aux frameworks CSS traditionnels comme Bootstrap, qui utilisent des classes prédéfinies pour définir le style des éléments, Tailwind CSS utilise une approche Utility First. Cela signifie qu'au lieu de créer des classes pour des éléments spécifiques comme .btn pour un bouton, donc Tailwind fournit des classes utilitaires individuelles pour chaque propriété CSS telles que Text Center pour centrer le texte ou BG-Blue 500 pour définir la couleur de fond sur un bleu spécifique. Donc cette approche offre une plus grande flexibilité et permet aux développeurs de personnaliser rapidement le style de leur interface sans avoir à écrire de CSS personnalisé. Donc Tailwind CSS est souvent utilisé dans le développement web moderne, en particulier pour les projets où la rapidité de développement et la personnalisation sont des priorités. Donc on va voir ça maintenant. Donc on va aller du coup sur le site de Tailwind CSS et vous allez voir comment on va l'installer dans notre application. Alors du coup, on va faire ça comme ça. Google, on va dire Tailwind CSS, on l'a ici. Voilà.
Donc là, on va aller dans la doc. Et donc ici, on va dans Framework Guides. Et ici, on va chercher vite. On l'a ici. D'accord? Donc là, c'est cette partie-là qu'on va reprendre. Mais on va d'abord retourner dans notre projet pour fermer notre serveur. Le temps qu'on installe. Donc, alors, CTRL-C pour fermer le serveur. Donc, oui. Donc, voilà. Donc, maintenant, on retourne chercher. Donc, là, on récupère ces deux lignes-là. D'accord? Non, on récupère la toute première, pardon. CTRL-C. Et là, on revient. CTRL-V. Et on lance. Donc, ils ne le disent pas ici. Là, ils ne le disent pas, mais on doit lancer une autre commande pour que ça puisse fonctionner correctement. Ça sera npm i-g post css. Post, il n'y a pas de e. Post css-cli. D'accord? Donc ça, vous devez absolument lancer cette commande, sinon ça ne fonctionnera pas correctement. Donc je lance le tout. Donc voilà, c'est super. Alors ensuite, on continue. Donc là, maintenant, on va récupérer cette commande-là qui va nous créer des fichiers telwig-config. Donc on revient là. Je lance la commande. Donc voilà, ça m'a créé un fichier post.css.config et telwigconfig.config.js. Donc nous allons retrouver ici. Que nous allons retrouver. Je referme et je réouvre. Voilà, on les a là. Ici et ici. Donc post css.config.js, c'est un fichier utilisé pour configurer les transformations de CSS à l'aide de post CSS. Donc c'est un outil qui permet d'ajouter des fonctionnalités CSS modernes et de transformer le code CSS à l'aide de plugins. Donc voilà, donc tailwings.config, celui-là, .js, donc ce fichier est utilisé pour configurer Tailwings CSS, donc il permet de personnaliser les couleurs, les polices, les tailles, les marges, les rembourrages, etc. Donc tout ce qui sera utilisé dans notre projet en fait, d'accord? Donc en utilisant ce fichier, on pourra personnaliser l'ensemble des classes générées par Tailwind CSS pour répondre aux besoins spécifiques de notre projet. Donc cela permettra également de réduire la taille du fichier CSS généré en supprimant les styles non utilisés et en optimisant les configurations pour notre projet. D'accord? On peut enlever ici la première ligne. Donc vous pouvez enlever la première ligne. Ensuite, alors ici dans le content, on va aller, on récupère cette partie-là, index, d'accord.
on récupère ça et on le met là. Voilà. Donc, la configuration content ici, dans ce fichier-là, est utilisée pour spécifier les fichiers sources à analyser par Tailwind CSS afin de générer les classes utilisées dans notre projet. Pardon, donc index.html spécifie que le fichier HTML principal de notre projet, donc c'est le fichier principal, d'accord, de notre projet. Donc Tailwind CSS analyse ce fichier pour détecter les classes utilisées dans les balises HTML et génère ensuite les styles correspondants. Donc ici, cela spécifie que les fichiers JavaScript que nous ici, donc l'extension JavaScript, euh, type script et leur équivalent avec JSX ici et TSX, d'accord, dans le répertoire CRC de notre projet. Donc Tailwind CSS analyse également ces fichiers pour détecter les classes utilisées dans le code JavaScript, TypeScript et génère les styles correspondants. Donc en ajoutant cette configuration, on s'assure que Tailwind CSS détecte correctement toutes les classes utilisées dans notre projet, à la fois dans nos fichiers HTML et dans notre code JavaScript, TypeScript. Cela garantit que le fichier CSS généré par Tailwind inclut toutes les classes nécessaires pour notre application. Donc voilà, ben, cela dit, l'ajout de cette configuration n'est pas obligatoire hein, dans tous les cas, hein. Donc si on n'utilise pas de fichier HTML ou de fichier JavaScript, TypeScript dans notre projet, on n'est pas obligé hein, voilà, de spécifier ces chemins dans tailwindconfig.js. Donc voilà. Maintenant, on va récupérer ces directives-là qu'on va aller coller dans index.css. Alors, index.css. Voilà. Du coup, en incluant ces directives dans notre fichier CSS principal, on s'assure que les styles de base, les composants prédéfinis et les utilitaires de Tailwind CSS sont disponibles dans notre projet, prêts à être utilisés et à personnaliser selon les besoins de notre application. Donc cela permettra également de garantir une cohérence dans l'apparence de notre application car on utilise des styles de base et les composants préfabriqués fournis par Tailwind CSS. Donc là, on va faire un petit test hein, pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Donc là, je vais supprimer tout ça. Ici également. Alors là, dans notre H1, je vais mettre class name. Class name, là je vais mettre bg-raid on va dire 500, d'accord. Donc là, je vais relancer le serveur npm run dev, voilà. Du coup, on attend que ça se relance. Voilà. Donc voilà, ouais, on voit que ça fonctionne correctement. Nous avons bien notre fond rouge qui s'est... Voilà. En tout cas, ça fonctionne.
Donc si on veut, on peut également changer. Je vais mettre tout ça ici, ça sera plus simple. Alors, comme ça on verra mieux le changement. Voilà, donc ici par exemple, si on veut, on peut également changer la taille du texte. Donc là par exemple, je vais faire texte tiré 3 fois L. D'accord, donc là je reviens. Donc comme vous pouvez le voir, hein, on a agrandi la police. On peut également modifier là le padding. Alors là pour le padding on va faire PY tiré et là on a voilà, on peut choisir là par exemple si je choisis 20, je reviens. Comme vous pouvez le voir, hein, on a notre padding qui change. Si je mets 16, voilà. Donc vous pouvez comme ça aller regarder sur le site de Tailwinds, d'accord. Là par exemple, vous avez pour les containers, voilà, hein, vous avez ici toutes les propriétés, d'accord. Colonne, box sizing, donc voilà, je vous explique comment redimensionner des box. Donc n'hésitez surtout pas à aller visionner le site, hein, en profondeur pour voir voilà, quelles sont les différentes propriétés que vous pouvez utiliser, d'accord. Donc voilà, bon ben on va continuer du coup. Alors je vais fermer ça. Je vais retourner dans app. Alors, notre mail, je vais agrandir. Alors, ça, on peut supprimer cette partie-là également, d'accord. C'est pour ne pas avoir plusieurs retours, pour éviter les retours doubles. Donc, on va supprimer ça. Ensuite, donc, du coup, là, je vais supprimer cette partie-là. Et là, on va pouvoir commencer. Donc, je vais faire div class name. Donc là, je vais faire h-screen bg slide. Et là, on va le mettre à 900. OK. Donc hScreen ici, donc cette classe est utilisée pour définir la hauteur d'un élément à 100% de la hauteur de l'écran. D'accord, elle est couramment utilisée pour créer des sections qui occupent toute la hauteur de l'écran, par exemple pour les pages d'accueil ou les conteneurs principaux d'une application. Et là, le slide, je l'ai mis à 900. Donc cette classe est utilisée pour définir, c'est pour la couleur de l'arrière-plan de notre élément, d'accord. Donc là, on va aller voir ce que ça donne. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, on a un bleu gris
Donc voilà. Alors on va refaire une deuxième div à l'intérieur. Div. Voilà. Et cette div, on va dire class name. Et là, on va mettre max-w -4 fois L mx-auto. Ensuite, pt-20 px-6. Donc là, ça sera simplement pour centrer le contenu. D'accord? Ensuite, on va faire notre H1. On va le mettre à l'intérieur. Et là, on va dire to-do list. On va faire. Et là, on va mettre class name. Et là, on va dire texte. Texte-3 fois L. Texte slate. Slate. Tiret 100 MB 4. Voilà. Donc là, on va aller voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, on a notre to-do list. C'est pas mal. Ensuite, on va faire notre formulaire du coup. Alors, forme. Voilà. Alors, ici, on va dire class name. Et là, on va faire MB-10. Ensuite, on va mettre un label. Label HTML for. Et là, on va y mettre to do item. Class name, ça sera texte slate. On va prendre un 50. Et là, on va dire ajouter une chose, que c'est un input type texte. Et puis voilà, hein, pour le moment, d'accord? On verra le reste après. Et enfin, on va mettre un bouton. Bouton. On va mettre une class name qui sera on va dire mt-4 py2 bg-slate 50 rounded, c'est pour arrondir les angles,
m min w w 115 pixels. Et là, on va dire ajouter. Ajouter. On peut rester sur ajouter. Là, dans l'input, je vais rajouter la classe name également. Classe name qui sera mt-block w-full rounded. Voilà. Bon, on peut aller voir ce que ça donne. Donc voilà, on a bien. On peut styliser notre input avec un plugin, donc on va aller l'installer. Donc ce qu'on va faire, c'est que ça va nous rajouter, vous avez vu un contour bleu quand on va saisir notre input, quand on va écrire dans notre input. Pour le moment, il n'y a aucun, enfin c'est pas terrible. Donc pour cela, on va aller installer. Donc je vais aller dans CD, projet, to-do list. Alors, pour l'installer, on fait npm i pour install, arrobase tailwings css, et là on va dire forms. Donc là ça va l'installer. Voilà, ça l'a installé. Maintenant on va aller dans tailwind config, tailwind config.js, d'accord. Et là, dans plugin, on va mettre require entre parenthèses, alors arrobase tailwings css forms. Voilà. Donc là, on va revenir. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, notre input a maintenant du style. Vous avez vu le bleu qu'il y a autour là. Donc voilà, c'est super. Bon, ben écoutez, on va continuer, hein. Alors, on va fermer ça. On va fermer ça, on va fermer ça. Donc là, on revient dans app.jsx et on va importer notre useState. Donc on va faire import useState from React. Et ici, on va dire, on va définir donc notre variable que l'on va nommer, ben, on va rester sur to-do list. To-do list, voilà. Et on va dire set to-do list. Et notre useState prendra en paramètre un tableau qui contiendra des objets
D'accord, donc là on va dire content sera l'item 1. Item 1. Bon, on va y arriver. Alors ici, c'est set to. Donc on aura besoin d'un ID. Donc pour ça, on va installer une librairie qui va nous donner en fait des ID uniques, d'accord? Donc cette librairie, c'est Nano ID. Donc pour l'installer, donc il faut vraiment être dans votre projet to-do list, d'accord? Et ensuite, on va faire npm i nano id. Voilà, ça va l'installer. Voilà, donc là, il me l'a installé. Ensuite, on va l'importer. Alors, import nano id from, oh là là, from nano id, voilà. Et là, on va mettre un id, bon, je vais le mettre sur une même ligne. Donc id de point nano id, voilà. Ici on met une virgule, quoique je préfère l'avoir sur deux lignes différentes, voilà. Ok, donc là on va pouvoir aller voir en faisant un console.log to-do list .log to-do list. Donc là on va aller voir dans la console, et donc là on peut voir qu'on a bien un ID qui a été créé, d'accord, on peut le voir ici, donc c'est super, ça marche correctement. Ensuite, ah oui, si on veut, ça peut être intéressant de voir ça aussi, que si on veut créer un ID de 5 caractères par exemple, donc là je mets 5, donc je reviens, donc comme vous pouvez le voir, attendez, donc là, donc là comme vous pouvez le voir, nous avons bien 5 caractères, d'accord? Donc ça c'est plutôt intéressant. Ensuite, donc là on peut faire maintenant un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, voilà. Alors là ça sera item 2 et item 3. Bon, effectivement, si je mets tout sur une même ligne, voilà, comme ça c'est un peu plus visible. Voilà. On va faire ça comme ça. Comme ça sera un peu plus propre. Ensuite, donc pour afficher le tout, on va créer pardon, un nouveau composant. Donc dans src, d'accord, on va dire donc list item, voilà,
ici, list item.jsx. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, function list items. Pardon. Donc là, on va dire return. On va mettre une div. Ensuite, on va dire export default list item. OK. Et là, on va importer. Import list item. Voilà. Et donc là, on va mettre notre... On va mettre ici... on va le mettre là plutôt. Juste après le form. Dans une hulle. Et ici, on va mettre notre liste item. Voilà. Du coup, là, on va mettre notre liste. Donc, return. Alors là, ça sera lit. Et la classe, on va dire class name. Bon, déjà, je vais... Comme ça, on aura un bon visuel. Alors, class name. P-2 BG-zinc 200. Ensuite, MB-2 rounded flex. Voilà. Rounded flex. Et là, dans notre lit, ça sera... On va mettre un span. Item 1. D'accord. Et ensuite, déjà là, on a déjà un visuel. Et ensuite, on va dire, on va mettre un bouton. Donc, button, là, ça sera, on mettra un X, d'accord. Voilà, et class name. ML-auto BG-raid-600. Voilà. H-6 rounded. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a là notre petit bouton. Je vais voir si... Non, ben c'est ça. W, j'ai oublié là. W-6. Donc voilà, c'est un peu mieux là.
Donc voilà, donc là, cette classe-là, c'est vraiment pour le pousser vers la droite, d'accord? Et puis pour avoir ce rendu-là. Et ici, l'item, il est plutôt sur la gauche. Donc voilà, c'est pas mal. Le rendu, il est pas mal. Du coup, donc pour afficher le tout dynamiquement, d'accord? Pour afficher notre liste dynamiquement, donc on va revenir dans app.jsx et là on va aller récupérer notre to-do list, d'accord? Donc on va se mettre là dans notre hule et on va dire to-do list.map, voilà. Et là on va dire que pour chaque item, je veux qu'il me retourne notre composant. D'accord? Donc on va le mettre là. Et notre composant aura une clé unique qui est égale, qui sera item.id. D'accord? Donc là, il va aller nous récupérer notre ID que nous avons, voilà, avec 5 caractères grand maximum. Ensuite, il aura également item data qui sera égal à l'item, d'accord, donc à nos données. Donc voilà, bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Donc là, effectivement, on a bien nos 3 items. Donc du coup, là, on va rajouter une fonction qui nous permettra de supprimer chaque item. Donc ça sera delete to do qui sera égal à delete. Donc on va aller créer cette fonction, d'accord? Delete to do. Donc on va aller la créer de suite. Donc notre delete to do, on va la créer ici. Voilà, donc là je vais supprimer ça et là je vais mettre function delete to do. Voilà. Et on va la laisser vide pour commencer. Est-ce que c'est bien? Ah, il manque le E ici. Delete. Voilà. Donc pour le moment, on la laisse vide. On va la remplir juste après. Alors, on revient dans Items, dans list.jsx, list items, d'accord? Et donc ici, bon, je vais remonter un tout petit peu. Donc ici, on va rajouter, vous vous souvenez, nous l'avions vu dans dans ma, je crois, dernière vidéo, ou avant-dernière. Donc ici, items data, d'accord? Et ici, on va mettre notre delete to do. Et là, dans notre spam, ici, au lieu de, on va enlever ça et on va mettre, ici, on va mettre item data, d'accord, point content, ok, et là, dans le bouton, on va dire que quand on clique, pardon, donc on clique, on veut qu'il nous renvoie notre fonction delete to do. Donc voilà. Donc on revient voir. Donc comme vous pouvez le voir, ça nous a bien affiché les données
dynamiquement. Donc c'est super, ça marche correctement. On peut tester aussi. Donc là, par exemple, si je mets la 10, donc comme vous pouvez le voir, ça le change automatiquement. D'accord? Salut. Voilà, donc ça marche correctement. Bon, bah écoutez, on va continuer du coup, hein. Alors, dans notre fonction to-do list, elle prendra en paramètre notre ID, d'accord? Donc, c'est l'élément, l'ID est l'identifiant de l'élément que nous voulons supprimer de la liste. Ensuite, on va utiliser cette to-do list. Donc, voilà, donc cette to-do list, vous vous souvenez, cette to-do list nous permettra de supprimer, de modifier en fait, nous l'avons là, de modifier notre liste. Donc ensuite on va utiliser filter, donc on va faire to-do list.filter. Donc filter prendra en paramètre to-do. Je vais vous expliquer juste après, hein. Donc to-do .id qui sera différent de ID. Donc en fait cette partie du code, d'accord, celle-là, je vais agrandir comme ça sera un peu plus visible. Donc cette partie du code utilise la méthode filter pour parcourir tous les éléments de la liste to-do list, d'accord? Et chaque élément, et pour chaque élément to-do, on vérifie si l'identifiant to-do ID est différent de l'identifiant passé en paramètre ID, d'accord? Et si c'est le cas, l'élément est conservé dans la liste résultante, sinon il est filtré. Donc ainsi nous obtenons une nouvelle liste qui ne contient pas l'élément avec l'ID spécifié. Donc j'espère que j'ai été assez claire, mais bon, en tout cas, ça nous permettra en fait de, voilà, de garder ce que nous voulons et de supprimer ce que nous ne voulons pas. Donc voilà. Donc là, on va revenir dans listitems.jsx et ici, donc, on va dire on click delete to do. Donc là, on va mettre une fonction anonyme qui va appeler delete to do, d'accord, et qui aura en paramètre item data.id, d'accord, et là nous avons déjà notre item data, nous avons notre delete to do. Donc voilà, bah écoutez, on va aller tester cela. Donc là, je vais, donc là, ici, du coup, j'actualise. Voilà, donc si je supprime là, voilà, ben ça se supprime. C'est super, ça marche correctement. Donc c'est génial. Donc là, ce que j'aimerais, c'est, si je supprime tout, d'accord, j'aimerais qu'il y ait un petit message qui me dit, voilà, qu'il n'y a rien à afficher. Donc du coup, là, on revient ici et on va aller au-dessus et on va dire, donc on va faire une condition, on va faire to-do list.length. Donc si la longueur de la liste est égale à 0,
Donc là, on va faire et. Donc, qu'est-ce qui se passe si c'est égal à 0? On va dire, dans une ligne, on va dire pas, vous n'avez rien dans votre liste de tâches à faire. Alors, pour rajouter du coup des données, donc on revient ici, voilà, juste en dessous, on va définir une nouvelle variable qui sera const, on va l'appeler to-do, et on va dire set to-do, d'accord, use state, et donc là, ça sera une chaîne de caractères vide pour le moment. Ensuite, on va aller à notre input, donc ici, voilà là, on va rajouter la valeur, donc ça sera value to do, donc voilà, et on change, ici on va dire que c'est E set to do, set to do, c'est pas to do list mais c'est to do, nous l'avons ici, donc set to do, et on va dire que ça prendra e.target point value, donc ça prendra la valeur to do, d'accord. Donc voilà, bah écoutez, je pense que on est bon. Ensuite, on va rajouter ici à notre formulaire, donc dans la balise forme, on va mettre on submit. Donc ça, c'est pour dire que dès qu'on cliquera sur le bouton, il va nous renvoyer à une fonction handle que je vais appeler handle submit. D'accord. Donc là, on va aller définir cette fonction. Donc, on va la définir à ce niveau-là. Et donc là, on va dire function handle submit. Donc, handle submit prendra en paramètre E. D'accord. Je vais bien vous expliquer tout à l'heure. Hein. Donc, E.prevent default. Et on va appeler cette to-do list qui prendra en paramètre un tableau. Et ce tableau contiendra notre to-do list. Voilà. Donc to-do list qui aura en ID notre nano ID, d'accord, et qui aura comme content notre to-do. Donc voilà, et on va donc on va modifier notre
On va réinitialiser To Do à une chaîne de caractères vide. Donc, je vais vous expliquer en détail. Donc là, if prevent default empêchera le comportement par défaut du formulaire, d'accord? Et là, cette to-do list nous permettra en fait d'ajouter une nouvelle tâche à la liste avec un ID unique généré et le contenu du champ. Donc voilà, donc là, cette to-do nous permettra en fait de réinitialiser le champ d'entrée. D'accord? Donc voilà, on peut aller tester cela à présent. Donc là, du coup, donc là, si je supprime tout, vous n'avez rien à afficher. Et si je rajoute aller au cinéma, ajouter, voilà, on a bien aller au cinéma qui s'affiche. Si je dis aller au resto en famille, voilà, donc ça marche correctement, c'est super. Bon, par contre, comme vous pouvez le voir ici, quand je clique sur ajouter, donc là, si je ne mets rien là, vous voyez qu'on a quelque chose de vide là. Donc on va rajouter, on va faire en sorte à ce qu'on ne puisse pas, d'accord, si on n'a pas inscrit une chose à faire, donc il ne faut pas que la personne puisse ajouter, d'accord? Donc pour ça, on va définir ici une nouvelle fonction const qui sera, on va l'appeler show validation. Et là, on va dire set show validation. D'accord? Et là, on va faire use state. Et là, on va le mettre à false. Ici, on va le mettre à false. D'accord? Et ensuite, on va revenir dans ici. On va dire, on va faire une condition. Donc là, on va faire if to do est égal à, donc si nous n'avons rien, si nous n'inscrivons rien, donc qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe? On va faire set show validation passera à true, d'accord? Et là, on va mettre un return. Et là, par contre, dans cette to-do list, donc là, on va dire que cette validation passera à false. Alors, je vais revenir en détail. Donc, if to do égale, voilà. Donc, cette ligne-là vérifie si la variable to do qui représente le contenu du champ d'entrée où l'utilisateur saisit la nouvelle tâche est vide, d'accord? Donc, si c'est vide, si c'est le cas, cela signifie que l'utilisateur n'a pas saisi de texte dans le champ. Et là, si le champ est vide, donc cette ligne-là, d'accord, cette ligne active l'affichage de validation en mettant à jour l'état show validation à true. Donc cela permet d'afficher un message d'erreur, hein,
ou d'autres indications visuelles pour informer l'utilisateur qu'il doit saisir une tâche avant de soumettre le formulaire. Donc, du coup, là, return, donc cette instruction arrête l'exécution de la fonction à ce stade si le champ est vide. Donc, cela évite que le reste du code ne soit exécuté, ce qui serait inutile si le champ est vide. D'accord? Et cette show validation à false, cela permettra de masquer le message d'erreur ou les indicateurs visuels une fois que l'utilisateur a saisi une tâche valide et soumis le formulaire avec succès. D'accord? Donc du coup, on va maintenant insérer le message. On va le mettre là. Alors, on va le mettre en dessous de class name. Voilà, on va le mettre ici. Donc là, plutôt, ça sera plutôt là. Juste après. Voilà. Donc là, on va faire show validation et d'accord. Et là, on va dire, on va le mettre dans un paragraphe. On va dire ajouter d'abord une tâche à faire. Donc là, je vais rajouter une class name qui sera un texte rouge, d'accord? Donc on va aller voir ce que ça donne. Donc là, si je clique, voilà, on a bien ajouté d'abord une tâche à faire. Ben, c'est génial. Donc ici, je supprime, vous n'avez rien à afficher. Je rajoute aller en ville. J'ajoute, voilà, aller en ville. Si je rajoute ici, ajouter d'abord une tâche à faire, ben, ça marche correctement. Ben, écoutez, c'est génial. Donc on en a fini avec ce petit tuto, ce grand tuto, même ce grand projet. Donc voilà, c'est super, c'est génial. Je vous remercie profondément de continuer à me suivre, à vous abonner. Et félicitations si vous êtes arrivé jusque-là, hein. Donc voilà. Donc nous allons continuer l'apprentissage de React. Donc surtout, restez avec moi et je vous dis à bientôt dans un prochain tuto.